Merci. Et c'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Olivier Falorni. Bonjour. Vous êtes député apparenté MoDem, rapporteur général de la loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. On va évidemment y consacrer la majeure partie de cette interview. Un mot avant, si vous le permettez, de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, de ce qui s'est passé à propos de la Palestine. 3e jour de manifestation pro-palestinienne après les bombardements israéliens sur Rafah. Un député insoumis a brandi un drapeau palestinien en plein hémicycle mardi et coupant d'une lourde sanction. Des heurts sont suivis entre deux députés. Est-ce que vous pensez que ce spectacle dessert la politique ? Oui, ça dessert la politique. Je crois même que ça dessert la cause des Palestiniens. Parce qu'effectivement, nous sommes tous, moi le premier, choqués, révoltés par ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, comme j'ai été indigné évidemment du pogrom du 7 octobre. Donc voilà, c'est un coup médiatique. Et ce qui m'a vraiment fait honte, mais vraiment fait honte en tant que député, c'est de voir deux parlementaires s'insulter, se traiter de porc, se traiter de pourriture devant les caméras. Je crois vraiment que c'est donner l'image la plus détestable de la politique. Vous savez, dans l'hémicycle, il s'en est passé des choses. Je veux dire, c'est pas nouveau. Mais que des parlementaires s'insultent devant les Français, je crois vraiment que ça donne une image détestable de la représentation nationale. Vous avez raison, Olivier Falorni. Le mot porc, il n'est pas du tout anodin, vous le savez. Non, très bien sûr. bien. David Guiraud, qui traite Meyer Habib de porc, ça a une signification profondément antisémite. Oui, non, mais je vous dis, j'ai été indigné de ces propos. J'allais dire qu'ils m'ont plus choqué que le drapeau palestinien, même si on n'a pas à faire ça dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale n'est pas le lieu de toutes les revendications, en tout cas l'hémicycle. Par la parole. Si, par la parole, nous sommes des parlementaires. Donc, que ce collègue dise « je soutiens la Palestine, je souhaite un État palestinien, etc. », il a parfaitement le droit de le faire, c'est notre rôle. Mais ces coups médiatiques, cette façon d'attiser aussi un peu les conflits, je trouve ça assez déplorable. C'est une instrumentalisation de la part de la France insoumise de ce conflit ? L'instrumentalisation, je ne sais pas, mais à quelques jours des élections européennes, on voit bien qu'il y a une volonté aussi d'essayer d'exister d'une autre façon. Olivier Falorni, parlons de ce texte sur la fin de vie que vous portez. C'est un des combats de votre vie depuis de nombreuses années. Lundi, les députés ont commencé l'examen du projet de loi qui a été adopté mi-mai en commission spéciale avec de nombreuses modifications. Certains, dans ces conditions, parlent même du fait que tous les garde-fous sont tombés. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi, Olivier Falorni ? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, le mot garde-fou me gêne un peu. On a établi des critères parce qu'effectivement, nous proposons... Ce texte est construit autour de deux idées. Dans des situations de fin de vie, pour des malades qui souffrent et qui vont mourir, il y a deux réponses possibles. Une réponse primordiale, c'est celle des soins palliatifs. Nous sommes actuellement... Alléger les souffrances. Alléger les souffrances. Vous savez, moi j'ai en tête cette phrase qu'une femme malade m'avait dit, parce qu'on parlait de la vie. Et elle m'avait dit, qu'est-ce que vivre veut dire quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérir ? Voilà, cette phrase, je la retiens. Et donc, par rapport à cela, ce texte, il est prévu en deux parties, avec une réponse primordiale, le développement des soins palliatifs. Et hier soir, nous avons voté ce développement des soins palliatifs, même un droit opposable aux soins palliatifs, une loi de programmation pour les soins palliatifs, une réponse primordiale et un ultime recours, parce que dans certaines situations, il y a des souffrances inapaisables et on doit pouvoir avoir une aide à mourir. C'est ma conviction en tout cas. Mais vous, évidemment, les soins palliatifs, on va en parler dans un instant, il y a un accès extrêmement inégal sur le territoire français. D'après le dernier rapport de la Cour des comptes, il y a 50% des besoins qui ne sont pas couverts, ce qui est gigantesque. Oui. C'est gigantesque. Oui. C'est-à-dire évidemment qu'on demande à mourir quand on n'est pas soulagé de ses souffrances. Pas que. Alors, pardon. Forcément, quand on soulage vos souffrances, évidemment, on envisage peut-être la fin de vie différemment. Absolument. La question des souffrances, de la douleur, elle est essentielle. Quand je disais pas que, je veux dire que il y a des malades qui ne voudront pas aller en soins palliatifs. C'est ce que je voulais exprimer. C'est des cas nombreux ? Je pense que ça fait partie de l'autonomie de la personne. Vous savez, en 1999, il y a eu une décision révolutionnaire dans la loi Kouchner. C'est-à-dire qu'un malade pouvait décider d'arrêter ses traitements
au risque de sa propre vie. Vous vous rendez compte du changement? C'était révolutionnaire de dire non, je dis stop au traitement, je dis non à l'acharnement. Eh ben, il y a effectivement des malades à qui on dit vous avez une maladie grave, incurable, vous pouvez aller en soins palliatifs, mais je veux dire, ça ne peut pas être une obligation. En revanche, et là je suis évidemment d'accord avec vous, les soins palliatifs, quand ils prennent en charge la souffrance, réduisent de manière énorme la demande d'aide à mourir. Mais il y a des souffrances inapaisables parce que c'est une médecine humaine, ce sont une médecine humaine, les soins palliatifs. Donc il y a des situations qui sont aujourd'hui, j'allais dire, qui ne peuvent pas être mise de côté, qu'on mettrait un voile pudique sur ces situations-là. Soyons lucides et ne soyons pas hypocrites, parce qu'on sait bien aujourd'hui qu'il y a des euthanasies clandestines dans ce pays, qu'il y a des Françaises et des Français qui partent à l'étranger. Donc, regardons la mort lucidement. Je crois que c'est indispensable. Je note que vous employez le mot euthanasie, qui est le mot qui correspond en réalité à ça. On est d'accord, Olivier Falorni? Je parle d'euthanasie puisque c'est le mot qui a été choisi en Belgique. Moi, ce mot, il me heurte. Je l'ai dit en séance. Mais vous l'utilisez? Oui, parce que c'est le mot qui a été utilisé en Belgique. Et donc, moi, j'assume les mots qui sont utilisés en Belgique. Moi, je parle d'aide à mourir en France. Je vais vous dire pourquoi. Je suis historien de formation. Il y a des mots qui sont souillés par l'histoire. Voilà. Quel candidat aux européennes parlerait... il y a une visite d'État du président Macron en Allemagne. Quel candidat aux européennes parlerait de collaboration franco-allemande aujourd'hui? On parle de coopération, on parle d'amitié. On tourne autour. Euthanasie a été utilisée. Thanatos, grec. Hein. Oui, euthanasie, belle mort. La mort. Mais euthanasie, ça veut dire belle mort. Okay. C'est l'étymologie. Simplement, le Troisième Reich, à un moment, a décidé d'éliminer des dizaines et des centaines de milliers de personnes handicapées sous le terme euthanasie. Et je me souviens, la rencontre avec Robert Badinter en 2021 qui m'a alerté là-dessus, parce qu'il m'avait dit deux choses. J'ai beaucoup réfléchi. Je suis favorable à une évolution vers l'aide active à mourir, mais surtout n'utilisez pas le mot euthanasie. Il résonne en moi comme un souvenir ignoble d'une souillure. J'entends. Olivier Falorni, dans les modifications qui ont été apportées, vraiment substantielles dans cette commission, il y a le remplacement du critère du pronostic vital engagé à court ou moyen terme par la notion de en phase avancée ou terminale, qui ouvre le champ à de très nombreuses maladies, qui ouvre le champ à un certain nombre de malades qui n'étaient pas inclus dans le premier item. Est-ce que vous vous rendez compte du fait que c'est peut-être, encore une fois, un garde-fou qui a été levé? Alors, l'analyse que vous faites n'est pas partagée. Vous savez, au moment où on a voté ça, la présidente de la commission a dit que ça ouvrait, la ministre a dit que ça restreignait. Que ça restreignait. En fait, non, ça n'ouvre pas, ça ne restreint pas, ça rend effectif le droit. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez de voter une loi sur la fin de vie qui mette de facto en dehors de ce droit, par exemple, les malades de Charcot? L'association des malades de Charcot, qui se bat pour évidemment la recherche sur cette maladie, pour la vie de ces malades, a fait un communiqué. Ils nous ont dit tenez bon sur cette réécriture. Pourquoi? Parce que d'abord la notion de pronostic vital n'a pas disparu. Et je pense qu'il faudra clarifier les choses dans la réécriture, parce que là, on garde très clair. Oui, je suis d'accord avec vous. On garde la notion de maladie grave et incurable. Et c'est vrai que pour les téléspectateurs, on a l'impression que le pronostic vital a disparu. La maladie grave, sa définition, c'est une maladie qui engage le pronostic vital de la personne. C'est dans l'exposé des motifs du gouvernement, ça a été conservé, mais je pense qu'il et pas à mourir.
Absolument, et à faire en sorte aussi que leur fin de vie soit supportable. Et vous avez des médecins qui aujourd'hui disent nous sommes prêts à accompagner jusqu'au bout le malade. Faut pas tous les jours. Faut pas dire les soignants. Il y a des soignants qui sont opposés, il y en a qui sont favorables. Et je reviens sur la notion de moyen terme. Donc c'est vouloir faire du médecin un devin en lui disant vous devez déterminer le temps qui reste à vivre au malade, alors que la phase avancée au terminal sollicite le médecin comme expert, c'est-à-dire, est-ce que ce malade, par exemple, a un cancer généralisé de stade 4 ou cancer métastatique? Est-ce que ce malade de Charcot commence à avoir les symptômes de perte de la déglutition, de la respiration? Donc moi, et donc les malades de Charcot, ils disent, mais il n'y aura pas un médecin, compte tenu de la difficulté à évaluer le temps qu'il reste à vivre pour un malade, il n'y aura pas un médecin pour accepter de faire ce pronostic vital. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette commission, Monsieur Falorni? Est-ce qu'il y a eu un renversement? Est-ce qu'un certain nombre de députés, qui étaient des militants, étaient là pour bousculer ce texte? Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses, je dirais, de cette commission? Non, mais je crois que en fait, il faut revenir un petit peu à la réalité. Vous savez, ce texte, il a été construit à la demande du Conseil d'État, cette partie sur l'aide à mourir, en deux phases. Il y a une partie théorique, de définition, et puis il y a une partie sur la procédure. Et la procédure, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé par rapport au texte initial. Là où il y a eu confusion, c'est que des collègues ont fait voter 2 amendements d'intention. Un qui donne la liberté de choix aux malades entre le fait de s'auto-administrer soi-même, si la personne obtient ce droit, soit de demander l'intervention d'un tiers, un médecin, un infirmier ou une personne proche. Et l'autre, c'est effectivement de pouvoir inscrire dans ces directives anticipées une demande d'aide à mourir. Simplement, dans la procédure, rien n'a été changé, ni le principe de l'auto-administration comme priorité, ni la possibilité de bénéficier d'une aide à mourir si on n'est plus en conscience. Olivier Falorni, les médecins sont réticents à l'administration de ce geste qui rentre en pleine contradiction avec le serment d'Hippocrate. Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Vous comprenez? Et ne pas nuire. Encore une fois. Et vous comprenez leur réticence à administrer ce geste? Il y a aussi la notion de ne pas nuire. Oui. Et je crois que... Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Oui, vous savez... Oui, mais c'est écrit dans le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, vous savez, il vient de loin et il a beaucoup changé. Parce que le serment d'Hippocrate, il ne permettait pas l'IVG, il ne permettait pas à un professeur de médecine de se faire rémunérer. Vous voyez, les choses ont évolué avec le temps. C'est aussi vieux que la définition de l'euthanasie. C'est d'aider à vivre. Mais vous savez, je vais vous dire, et je vais peut-être vous choquer, l'aide à mourir, pour l'immense majorité des gens, ça sera une aide à vivre. C'est-à-dire que cela permettra à des gens qui sont en fin de vie, qui sont malades, qui souffrent, de se dire, j'aurai cet ultime recours, dont l'immense majorité ne se servira pas. Et ça les aidera peut-être à continuer un peu le bout du chemin, s'ils le souhaitent. C'est pour ça que je dis que l'aide à mourir peut être une aide à vivre, parce que c'est un moyen d'apaiser un peu ces derniers moments de la vie. Je voudrais vous citer le docteur Alexis Burneau, qui a écrit un livre qui s'appelle « Fin de vie, le cas de conscience ». Il dit, en fait, l'élan vital réapparaît dès que les souffrances psychiques s'estompent, car en réalité, c'est le plus dur. Du côté des souffrances physiques, on a fait d'énormes progrès, mais c'est la solitude et l'angoisse d'être vulnérable qui poussent certains à vouloir une mort anticipée. En partie, mais je crois que c'est faire quand même assez peu de cas aujourd'hui des situations de douleur physique qui continuent à exister. On peut pas faire l'impasse là-dessus. J'entendais des collègues qui disaient c'est très peu de cas, mais très peu, c'est beaucoup trop. Et ces situations-là, on ne peut pas continuer à les évacuer. Vous savez, ces 20 dernières années, il y a eu 4 lois sur la fin de vie qui ont amené des évolutions, voire des révolutions importantes. Le droit de ne pas souffrir. Vous vous rendez compte, on se serait rencontrés il y a 20 ans. La souffrance, c'était parfois considéré comme inévitable. Et le droit de ne pas subir, c'est-à-dire de déterminer son propre destin, de refuser les traitements, de refuser l'acharnement. Tout ça a été conquis. Aujourd'hui, je ne parle pas de conquête, je
dis simplement, il faut faire en sorte que cette réalité, le droit de ne pas souffrir, le droit de ne pas subir, s'applique concrètement. Ça veut dire des soins palliatifs partout. Et pour tous, et un ultime recours, une aide à mourir dans certaines situations où finalement nos compatriotes n'en peuvent plus parce qu'ils considèrent que vivre n'est plus que souffrir, et je le précise, sans espoir de guérir. Une dernière question concernant les cultes. Je le disais, l'Église catholique estime que les verrous ont sauté. Pareil du côté du grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui estime que c'est terrifiant. On ne se rend pas compte de la charge qu'on met sur la société en encourageant une forme de suicide. C'est une rupture anthropologique, au fond, ou pas ? Je ne le pense pas. Je respecte la parole des représentants des cultes, qui ne correspond pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, à la pensée des croyants. Moi, je rencontre des croyants de tous les cultes chaque jour. Les enquêtes d'opinion, bon, pas ce qu'elles valent, mais enfin, elles sont très claires aussi. Il y a beaucoup de croyants qui, confrontés à la réalité, parce que vous voyez, c'est un sujet à la fois philosophique, éthique, très important, mais c'est aussi le concret de la vie. Et quand on est confronté à cela, parfois, on passe de la théorie à la réalité, et parfois on évolue. Je crois que c'est un sujet qui impose l'humilité. J'ai des convictions. Et la sérénité. J'ai des convictions, mais pas de certitude, Madame Ferrari. Merci Olivier Falorni. Vote de la loi le 11 juin ou pas ? Alors théoriquement, mais au rythme où on va, je ne sais pas si on atteindra, mais en tout cas, on avance et j'espère que ce texte sera voté le 11 juin comme prévu. C'était votre grande interview, Olivier Falorni, sur CNews.